Le matin du 31 octobre 1984 baigne New Delhi d'une lumière douce. Un calme trompeur règne sur la capitale, mais il ne va pas durer. Il est 9h20 lorsqu'Indira Gandhi sort de sa résidence du numéro 1 de la rue Safdarjung. Elle traverse le jardin clos qui la sépare de son bureau, un chemin familier qu'elle emprunte chaque jour. Deux silhouettes en uniforme l'attendent, postées le long de l'allée. L'un est Beant Singh, un visage connu, son confident depuis 10 ans. L'autre, Satwan Singh, est une nouvelle recrue, en poste depuis à peine 5 mois. Alors que la première ministre s'approche, le geste familier d'un salut est remplacé par autre chose. Le premier coup de feu déchire le silence du matin. Au moins 16 balles perforent le corps de la femme de 67 ans qui dirige la plus grande démocratie du monde. Elle s'effondre dans le jardin de sa propre maison, assassinée par ceux qui avaient juré de la protéger. L'acte soulève une question terrifiante. Quel événement a pu transformer des hommes loyaux en meurtriers ? Les détonations qui ont résonné dans ce jardin privé sont sur le point de se propager à travers tout le pays, car ces coups de feu ne sont pas une fin, mais un commencement. Le signal qui va plonger une nation entière dans le chaos et la violence, laissant des cicatrices qui marqueront l'Inde pour les décennies à venir. Allahabad, 1917. L'Inde est encore sous le joug britannique, mais partout, la résistance gronde. C'est dans ce climat de ferveur et de danger que naît une enfant, Indira Priyadarshini Nehru. Elle était la fille de Jawaharlal Nehru, l'homme qui deviendra le premier Premier ministre de l'Inde indépendante. Elle grandit au cœur même de la lutte pour la libération. Son nom, cependant, prêtera souvent à confusion. Indira n'a aucun lien de sang avec le Mahatma Gandhi. Son patronyme lui vient de son mariage en 1942 avec Feroz Gandhi, un militant politique. Ensemble, ils auront 2 fils, Rajiv et Sanjay. 2 prénoms qui, des décennies plus tard, seront associés à la tragédie. Formée dans des institutions prestigieuses comme Oxford, Indira développe une personnalité complexe, cultivée, mais aussi politiquement rusée et profondément réservée. Après l'indépendance en 1947, elle devient l'assistante de son père et apprend les rouages du pouvoir dans les couloirs du gouvernement. À la mort de Nehru en 1964, puis de son successeur en 1966, les caciques du Parti du Congrès la choisissent comme première ministre. Ils pensent qu'elle sera une marionnette, facile à contrôler. Ils découvriront leur erreur avec effroi. Loin d'être une simple héritière docile, Indira se révèle être une politicienne redoutable. Sa carrière politique est une succession de triomphes et de désastres. En 1971, elle écrase le Pakistan, une victoire militaire qui donne naissance au Bangladesh et forge son image de dirigeante inflexible. Mais en 1975, face à une opposition grandissante, elle décrète l'état d'urgence. Les libertés civiles sont suspendues, les opposants arrêtés, la presse censurée. Ces dérives autoritaires lui coûtent le pouvoir en 1977. Pourtant, en 1980, elle revient, portée par une popularité retrouvée. Son fils cadet, Sanjay, est devenu son principal conseiller, son héritier désigné. Mais en juin 1980, le destin frappe. Sanjay se tue dans un accident d'avion. Le choc est terrible pour Indira. Anéantie, elle se tourne vers son autre fils, Rajiv, un pilote de ligne sans aucun intérêt pour la politique. Elle le pousse à abandonner sa carrière pour perpétuer l'héritage familial. En 1983, l'ambassadeur américain en poste en Inde découvre une femme transformée. Indira est désormais seule aux commandes, exerçant un contrôle absolu sur le pays. Elle se méfie de tous, y compris des membres de son propre parti, et nourrit une profonde défiance envers les États-Unis. Son gouvernement est plus centralisé que jamais. Les décisions, elle les prend seule, souvent pour des raisons très personnelles. Mais pendant qu'Indira consolide son pouvoir à New Delhi, une tempête se lève loin de la capitale. Dans le nord du pays, au Pendjab, la terre des 5 rivières, les germes d'une nouvelle tragédie sont en train de grandir. Le Pendjab, la terre des 5 rivières. C'est ici, dans cette région prospère, que bat le cœur de la communauté sikh. Une foi fondée au XVe siècle par le gourou Nanak, dont le sanctuaire le plus sacré est le temple d'or d'Amritsar. Mais cette terre sacrée allait bientôt devenir le théâtre d'une violence inouïe. Au tournant des années 80, la tension monte. Des militants sikhs,
Galvanisé par un prédicateur charismatique et controversé, Jarnail Singh Bhindranwale réclame plus d'autonomie pour le Pendjab. Certains exigent même la création d'un État indépendant, le Khalistan. La violence se propage. Des attentats visent les hindous, des assassinats politiques secouent la région. Les confrontations avec les forces de l'ordre deviennent quotidiennes. La situation était devenue explosive. Bhindranwale et ses partisans armés s'installent alors au cœur même du complexe du Temple d'Or. Derrière les murs du sanctuaire, ils coordonnent leurs opérations, transformant le lieu saint en forteresse. Pour Indira Gandhi, la première ministre, la situation est intolérable. Elle voit dans cette occupation une menace existentielle pour l'unité de l'Inde. En janvier 1984, Bhindranwale et plus d'une centaine de ses hommes fortifient leur position. Ils accumulent des armes et jurent de ne pas partir tant que le gouvernement n'aura pas cédé. Indira Gandhi fait face à un dilemme impossible. Négocier serait perçu comme un signe de faiblesse. Mais attaquer le lieu le plus sacré des Sikhs serait un sacrilège, une attaque contre la foi elle-même. Elle choisira la force. En juin 1984, elle autorise l'opération Blue Star, une intervention militaire à grande échelle pour déloger Bhindranwale et ses partisans du Temple d'Or. La décision était prise, le sort en était jeté. Entre le 1er et le 8 juin 1984, les chars de l'armée indienne encerclent le complexe. Les soldats pénètrent dans le lieu le plus sacré du sikhisme. La bataille est féroce. Les militants, lourdement armés, opposent une résistance acharnée. Face à un feu nourri, l'armée indienne finit par utiliser l'artillerie. Le bilan est catastrophique. Près de 200 militants sont tués, mais le coût humain est bien plus lourd. Environ 5000 pèlerins innocents, venus pour un important festival religieux, sont pris dans les tirs croisés. Pire encore, l'Akal Takht, l'un des sanctuaires les plus vénérés, est gravement endommagé. La bibliothèque de référence sikh, qui abritait des manuscrits d'une valeur inestimable, part en fumée. Pour des millions de Sikhs à travers le monde, ce n'est pas une simple opération militaire, c'est une profanation. Une attaque contre leur foi, leur identité, leur âme. Les images de l'assaut choquent la communauté. La colère gronde. Au sein même de l'armée indienne, des Sikhs se rebellent, certains désertent. Dans les communautés sikhs de toute l'Inde, des murmures de vengeance se font entendre. Les services de renseignement indiens perçoivent le danger immédiat. Les menaces sur la vie d'Indira Gandhi se multiplient après l'opération. Par précaution, les Sikhs sont écartés de sa garde personnelle, mais Indira Gandhi refuse de céder à la peur. Quand ses officiers de sécurité ordonnent le transfert de Beant Singh, son garde du corps sikh de confiance depuis 10 ans, elle annule personnellement l'ordre. Elle aurait dit « Je le connais depuis 10 ans, j'ai confiance en lui ». Cette marque de confiance allait sceller son destin. Leader expérimentée, elle avait peut-être sous-estimé l'ampleur de la colère qu'elle avait déchaînée. Quelques jours avant l'opération, ses propres paroles semblèrent pourtant annoncer sa propre fin. Une prémonition de ce qui allait se produire en cette matinée fatidique d'octobre. La matinée qui allait changer l'Inde. Le soleil se lève sur New Delhi ce 31 octobre 1984. Une matinée qui semble ordinaire, mais qui va changer le destin de l'Inde. Vers 9h15, Indira Gandhi se prépare pour sa journée. Elle a un entretien prévu avec l'acteur britannique Peter Ustinov pour un documentaire. Malgré les avertissements de ses services, elle refuse de porter son gilet pare-balles. Elle quitte sa résidence privée du numéro 1 de la rue Safdarjung et s'engage dans le jardin clos qui l'amène à son bureau. C'est un chemin qu'elle emprunte chaque jour, une routine rassurante. Mais ce matin-là, le danger l'attendait au bout de l'allée. À la grille du jardin, 2 de ses gardes sont en poste. Beant Singh, 25 ans, et le jeune Satwant Singh, 22 ans, affecté à sa sécurité depuis seulement 5 mois. Alors qu'elle s'approche, Beant Singh la salue d'un « namasté », puis sort son revolver de service calibre .38. Il tire 3 fois, à bout portant. Tandis qu'elle vacille, Satwant Singh ouvre le feu avec son pistolet mitrailleur, déchargeant une rafale de 30 balles. Le corps d'Indira Gandhi est transpercé par au moins 16 projectiles. Elle s'effondre dans l'allée familière, son sang se répandant sur le sol. Les 2 assassins se rendent immédiatement, mais le chaos éclate. Dans la fusillade qui s'ensuit, Beant Singh est abattu par d'autres gardes.
Satwant Singh, lui, est seulement blessé, mais il survivra pour faire face à son procès. Transportée d'urgence à l'hôpital, Indira Gandhi est déclarée cliniquement morte dès son arrivée à 9h30. Pourtant, les médecins reçoivent l'ordre de maintenir les apparences et de continuer à opérer. Il faut gagner du temps jusqu'à l'arrivée de son fils, Rajiv Gandhi. Pendant ces heures cruciales, le gouvernement tente de contrôler l'information, imposant un silence radio. Ce n'est qu'à 18h, près de 10 heures après l'attentat, que la nouvelle officielle tombe. Sur la chaîne Doordarshan, la présentatrice Salma Sultan annonce le meurtre de la première ministre. L'Inde est sous le choc, mais ce choc allait bientôt se transformer en horreur. Dans la nuit du 31 octobre 1984, une tension palpable s'installe sur Delhi. Ce matin-là, le docteur Swaran Singh, un jeune chirurgien, entre à l'infirmerie de l'hôpital. Un aide-soignant, qu'il ne connaît pas, s'approche de lui, le visage tordu par la haine. « Vos salauds ont tué madame. » Le docteur ne comprend pas. Une infirmière lui explique à voix basse « Indira Gandhi a été abattue par ses gardes du corps sikh. Son corps est en route pour l'hôpital, mais ce calme précaire ne durerait pas. » Sur la télévision nationale, les images du corps d'Indira Gandhi tournent en boucle. Autour, des foules hurlent un slogan qui glace le sang « Khoon ka badla khoon » 100%. La phrase est répétée, encore et encore, diffusée à travers tout le pays comme un appel à la vengeance. Les rumeurs se propagent plus vite que la vérité. Des trains arriveraient du Pendjab, remplis de passagers hindous massacrés par des Sikhs. Les Sikhs célébreraient la mort de la première ministre en distribuant des sucreries. Ils auraient empoisonné l'eau de Delhi. Bientôt, des policiers parcouraient les quartiers avec des mégaphones, leur voix métallique ordonnant aux habitants « Ne buvez pas l'eau ». Cette nuit-là, les meurtres commencent. Le docteur Singh en est le témoin direct. Vers 21h, un Sikh âgé est tué. Les archives officielles placeront le premier meurtre au 1er novembre, mais les témoins oculaires racontent une autre histoire. Dans l'anarchie totale, la vérité est la première victime. En quelques heures, la violence se propage à travers New Delhi. Elle n'est plus confinée aux quartiers pauvres. Elle déferle sur les avenues respectables, les appartements cossus et les zones commerciales exclusives. Connaught Place, Vasan Vihar, Maharani Bagh. Des lieux où la paix était habituellement garantie. Le mode opératoire est méticuleux. Les enquêtes menées plus tard par les organisations des droits de l'homme révéleront un plan organisé, marqué par des omissions délibérées de la part de politiciens influents du Parti du Congrès et de hauts fonctionnaires. Des témoins rapportent avoir vu des listes électorales utilisées pour identifier les maisons des Sikhs marquées d'un grand X. Des bus sont vus amenant des foules directement vers les quartiers sikhs. Et le plus choquant, la police regarde sans intervenir. Parfois, elle participe activement. Le massacre le plus terrible a lieu à Trilokpuri, dans l'est de Delhi, le 2 novembre. Ce quartier populaire devient le théâtre d'une brutalité sans nom. D'immenses foules armées de barres de fer, de couteaux et de bidons d'essence envahissent les rues. Les hommes sont traînés hors de leur maison, battus à mort. Beaucoup sont brûlés vifs. Un pneu est placé autour de leur cou, imbibé d'essence puis enflammé. Les cris des victimes se mêlent à l'odeur du carburant et de la chair brûlée. Bhupinder Kaur, alors âgé de 30 ans, a vu mourir son mari. Au matin du 1er novembre, plus de 100 personnes armées ont attaqué notre maison. Mon mari est sorti. Ils l'ont attrapé par les cheveux, l'ont jeté au sol et l'ont battu. Ils ont mis un pneu autour de son cou et y ont mis le feu. Gurminder Singh, un chauffeur de camion, confirme « Tout s'est passé en présence de la police ». Il faudra attendre des heures pour que le monde extérieur comprenne l'ampleur du carnage. Haru Kuldeep Bedi et Joseph Malia Khan, du journal The Indian Express, sont les premiers journalistes à pénétrer dans Trilokpuri. Horrifiés, ils courent informer la police. Il faudra 12 heures pour que les forces de l'ordre réagissent. Le premier officier arrive sur les lieux 30 heures après le début du massacre. Le chef de la police locale sera suspendu, un aveu tacite du retard. Mais le système tout entier semble s'être effondré. Les magasins et les entreprises appartenant à des Sikhs sont systématiquement pillés, puis incendiés. Les stations de taxi, une profession majoritairement exercée par des Sikhs,
partent en fumée. À Chandni Chowk, des saris d'une valeur de 150 millions de roupies sont sortis des boutiques, empilés dans la célèbre ruelle de Parantewali Gali et brûlés. Des familles entières sont enfermées chez elles avant que leur maison ne soit incendiée. Des femmes sont violées avant d'être tuées. Les enfants ne sont pas épargnés. Devant la commission d'enquête, Amarjit Kaur, une habitante de Chandnagar, livre un témoignage accablant. Elle affirme que le député du Parti du Congrès, Sajjan Kumar, menait la foule qui a brûlé son mari vif. Plusieurs habitants de Sultanpuri nomment aussi Sajjan Kumar comme l'instigateur des émeutes, l'entendant crier le matin du 1er novembre « Les Sikhs ont tué notre grande Indira, maintenant tuez les Sikhs, pillez et brûlez ». Lorsque les victimes tentent de porter plainte, elles affirment que la police refuse d'enregistrer le nom du député. La corruption semble totale. Le commissaire de police de Delhi Nord fait muter 2 officiers sikhs, Keolal Singh et Gurmayal Singh. L'accusation officielle, abandon de poste. Mais un rapport d'enquête révélera plus tard la vérité. Ils ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils avaient pris des mesures énergiques pour contrôler les émeutes dès la première nuit, arrêtant 90 personnes et récupérant des biens volés. Les policiers qui osaient arrêter la violence étaient écartés. Pendant que Delhi brûlait, une question résonnait dans le silence et la fumée. Où était le gouvernement ? Alors que les premières flammes déchirent la nuit de Delhi, une question hante les esprits. Où est le gouvernement ? Où est l'armée ? Rajiv Gandhi, le fils d'Indira, est ramené en urgence du Bengale occidental, où il menait sa campagne électorale. Dans la nuit du 31 octobre, le président Zail Singh, lui-même sikh, le nomme Premier ministre. Les lueurs des incendies dansent déjà sur les murs de la ville, mais aucune action décisive n'est ordonnée pour enrayer la violence. L'armée, qui aurait pu rétablir l'ordre en quelques heures, reste étrangement passive. Des archives de l'époque montrent des régiments défilant, puis disparaissant sans intervenir. À Patna, des troupes reçoivent même l'ordre de ne pas descendre de leur camion avant d'être simplement renvoyées à la caserne. C'est alors que Rajiv Gandhi prononce une phrase qui résonnera pendant des décennies. Quand un grand arbre tombe, la terre tremble. Pour beaucoup, ces mots sonnent comme une justification, ou du moins une acceptation passive des massacres. Le ministre de l'Intérieur, Narasimha Rao, reste inactif. Des politiciens de haut rang sont aperçus sur les lieux des émeutes, certains semblant même diriger les foules. La violence se déchaîne pendant 4 jours. Quand le chaos s'apaise enfin, le macabre décompte peut commencer. Le bilan officiel du gouvernement fait état de 2733 Sikhs tués à Delhi et 3350 dans tout le pays. Mais les organisations de défense des droits humains avancent un bilan bien plus lourd, estimant le nombre de morts entre 8000 et 17 000. La commission Nanavati, chargée d'enquêter, confirmera plus tard que des centaines de Sikhs ont été tués et de nombreux autres blessés, leurs biens pillés et incendiés à grande échelle. La plupart des meurtres ont eu lieu les 1er et 2 novembre. Les récits des survivants dessinent le portrait d'une terreur organisée. Des foules armées prennent d'assaut les maisons des Sikhs. Les hommes sont traînés dehors, battus sans pitié. Beaucoup sont brûlés vifs ou démembrés. Des témoins affirment que de nombreux corps ont été emportés dans des véhicules pour être jetés dans le fleuve Yamuna. Près de 20 000 Sikhs terrifiés fuient Delhi. Beaucoup trouvent refuge dans les temples, les gurdwaras, où la communauté s'organise pour survivre. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Comme l'observent des diplomates américains, par le passé, les victimes des violences anti-sikhs étaient souvent les plus pauvres. Cette fois, des familles sikhs des classes moyennes et supérieures sont également visées. En janvier 1985, une première commission est établie pour recenser les morts et recommander des indemnisations. Peu après, un rapport d'organisation des droits civiques, intitulé « Qui sont les coupables ?», conclut que la violence était le fruit d'un plan bien organisé, marqué par des actes délibérés et des omissions de la part de politiciens importants du Parti du Congrès et des autorités. En 2004, l'organisation juridique Sikh et Insaf publie un rapport au titre évocateur « 20 ans d'impunité ».
10 commissions officielles seront créées au fil des ans. Des centaines de dossiers seront ouverts. Mais la justice restera insaisissable. La commission Nanavati découvrira bien que des membres du Congrès, comme HKL Bhagat à Delhi-Est, ont pris une part active aux émeutes. Pourtant, la commission ne recommandera aucune poursuite supplémentaire à leur encontre. La raison invoquée, ils avaient déjà été acquittés dans des affaires pénales antérieures. Dans les années qui suivent les massacres, un silence pesant s'installe sur Delhi. Pour les puissants accusés d'avoir orchestré la violence, la vie reprend son cours, presque sans entrave. Les enquêtes de police, souvent jugées inadéquates, aboutissent à des acquittements en série. Loin d'être inquiété, HKL Bhagat, l'un des hommes accusés, voit sa carrière politique décoller. Il est même promu ministre dans le gouvernement de Rajiv Gandhi. Lorsqu'il est finalement jugé, les procès tournent court. Un témoin clé se rétracte soudainement au milieu de rumeurs d'intimidation. Pour les puissants, l'impunité semblait être la règle. Le cas de Jagdish Tytler suit une trajectoire similaire. Malgré plusieurs témoignages l'accusant d'avoir mené les émeutiers, le bureau d'enquête classe l'affaire en 2007, faute de preuves. La colère gronde dans la communauté sikh. Des centaines de manifestants se rassemblent devant les tribunaux. En avril 2009, la frustration éclate en direct. Un journaliste, Jarnay Singh, lance sa chaussure sur le ministre de l'Intérieur en pleine conférence de presse. Il faudra attendre 34 ans pour voir une première condamnation de haut rang. En décembre 2018, le leader du Congrès Sajjan Kumar est condamné à la prison à perpétuité par la Haute Cour de Delhi. Mais pour la plupart des victimes, la justice n'arrivera jamais. Un rapport de Human Rights Watch de 2011 le confirmera, le gouvernement indien a failli à sa tâche de poursuivre les responsables. Alors que les organisateurs des massacres échappent aux tribunaux, le sort des assassins d'Indira Gandhi est, lui, scellé avec une rapidité implacable. Sur les lieux mêmes de l'assassinat, Behant Singh est abattu par d'autres gardes. Son complice, Satwant Singh, survit à ses blessures, mais son destin est déjà écrit. Satwant Singh est jugé aux côtés de son co-conspirateur présumé, Kehar Singh, accusé d'avoir été l'instigateur du complot. Mais l'enquête révèle une ombre inquiétante au plus près du pouvoir. Une commission pointe la responsabilité de R.K. Dhawan, le propre secrétaire de Gandhi. Dhawan aurait annulé un ordre des services de sécurité qui exigeait de retirer les gardes sikhs du service de protection de Gandhi, y compris ses futurs assassins. Malgré ces soupçons, la justice se concentre sur les exécutants. Satwant Singh et Kehar Singh sont condamnés à la peine capitale. Ils sont pendus le 6 janvier 1989. Leur exécution clôt le chapitre judiciaire, mais elle laisse une question en suspens. Pourquoi ? La réponse se trouve dans la fureur née de l'opération Blue Star. Pour ces hommes, Indira Gandhi avait profané leur sanctuaire le plus sacré et attaqué leur foi au cœur même. La vengeance était le moteur immédiat. Mais derrière leurs gestes, les historiens discernent une chaîne d'événements complexes, une tension accumulée qui rendait la tragédie presque inévitable. 40 années ont passé depuis ce matin d'octobre, une génération entière. Mais pour beaucoup, les blessures ne se sont jamais refermées. Bhupinder Kaur a aujourd'hui 68 ans. Elle a perdu son mari et 4 autres membres de sa famille. Pour elle, comme pour tant d'autres, la justice n'est jamais venue. Les accusés, pour la plupart, n'ont jamais été punis. Certains sont morts de vieillesse, emportant leurs secrets avec eux. Entre le 31 octobre et la première semaine de novembre 1984, la violence s'est déchaînée. Selon les associations de victimes, près de 10 000 Sikhs ont été massacrés par des milices à Delhi, Kanpur et dans d'autres régions du pays. En dehors de l'Inde, peu de gens connaissent l'ampleur de ces événements, qui ont suivi de près l'assassinat d'Indira Gandhi. Et encore moins savent ce qui s'est réellement passé durant ces 72 heures de terreur. Chaque année, des marches silencieuses rappellent le souvenir des morts. Les survivants continuent de réclamer justice, frustrés par la lenteur d'un système judiciaire qui semble les avoir oubliés. En 2011, des fuites diplomatiques révèlent que les États-Unis étaient convaincus de la complicité du parti au pouvoir dans les émeutes. Des années plus tard, en 2005, le Premier ministre Manmohan Singh, lui-même sikh, présente des excuses officielles au Parlement. Mais les mots ne pouvaient pas ramener les morts, ni restaurer la confiance perdue. Pour la dynastie Gandhi-Nehru,
La tragédie semblait s'acharner. Rajiv Gandhi, qui avait succédé à sa mère comme Premier ministre, est lui-même assassiné le 21 mai 1991. Il est tué par une kamikaze des Tigres tamouls, en pleine campagne électorale. Sa veuve, Sonia, puis leurs enfants, Raoul et Priyanka, ont perpétué un héritage politique qui s'étend sur près d'un siècle. Un héritage marqué par le pouvoir, mais aussi par le sang. L'Inde, depuis 1984, a connu d'autres explosions de violence communautaire. Les émeutes de Bombay en 1992, les massacres du Gujarat en 2002, les tensions qui persistent aujourd'hui. Le schéma est terriblement familier. Un événement déclencheur, des récits de victimisation et de vengeance, des foules qui se mobilisent et des autorités qui restent passives, voire complices. L'historien Ramachandra Guha décrit ces émeutes comme l'un des épisodes les plus honteux de la République indienne. Non seulement pour la violence elle-même, mais pour l'échec de l'État à protéger ses propres citoyens. Pour les Sikhs, 1984 est devenu un code, un mot qui n'a pas besoin d'explication. Chaque Sikh sait ce qu'il signifie, trahison, perte, injustice et mémoire. Pourtant, au milieu des ténèbres, il y a aussi des histoires d'espoir, des familles hindoues cachant leurs voisins sikhs au péril de leur propre vie, des policiers défiant les ordres pour protéger les innocents, des militants des droits de l'homme documentant les atrocités et des avocats qui, des décennies plus tard, continuent de se battre. Ces actes nous rappellent que même quand les systèmes s'effondrent, l'humanité n'est pas entièrement perdue. L'histoire d'Indira Gandhi et des massacres de 1984 n'est pas seulement l'histoire de l'Inde. C'est une alerte universelle sur notre vulnérabilité collective face à la violence des foules et à la déshumanisation de l'autre. Elle montre l'effondrement de la civilisation lorsque les dirigeants choisissent le pouvoir politique plutôt que la responsabilité morale. Car ceux qui n'apprennent pas du passé sont condamnés à le répéter.